Radio J. Et l'histoire des Juifs de France, à présent, votre rendez-vous histoire sur Radio J. Et évidemment, nous ne pouvions pas ne pas parler dans cette série quotidienne de la vie d'une femme d'exception. Elle s'appelle Simone Veil. Nous allons retracer sa longue carrière, marquée par plusieurs épisodes, de la jeunesse dans les camps aux années comme ministre, puis comme présidente du Parlement européen, tout en restant jusqu'à la fin de sa vie une fervente défenseur de la mémoire de la Shoah et des droits de l'homme. Depuis son décès en 2017, Simone Veil n'a jamais été aussi populaire, comme l'ont montré d'ailleurs le transfert de ses cendres au Panthéon en 2018, ou plus récemment encore le succès du biopic réalisé par Olivier Dahan pour le cinéma. Christophe, c'est évidemment un portrait en plusieurs parties que vous nous proposez, et dans ce premier volet, nous allons plus précisément évoquer la jeunesse de Simone Veil. Et de son vrai nom, Simone Jacob. Elle naît le 13 juillet 1927 à Nice. Elle est cadette de 4 enfants dans une famille juive non pratiquante et très laïque, originaire de Lorraine. Le père de Simone, André, est architecte. Après avoir été prisonnier plus de 4 ans en Allemagne pendant la Première Guerre mondiale, ce qui lui vaudra la Croix de guerre, il obtient en 1919 le second Grand Prix de Rome. C'est un prix prestigieux en architecture. Puis il épouse en 1922 Yvonne Steinmetz. Elle est étudiante en chimie et dans son autobiographie de référence Une vie, Simone Veil écrira « Mon appartenance à la communauté juive ne m'a jamais fait problème. Elle était hautement revendiquée par mon père, non pour des raisons religieuses mais culturelles. À ses yeux, si le peuple juif demeurait le peuple élu, c'était parce qu'il était celui du livre, le peuple de la pensée et de l'écriture. » Et même si la crise économique de 1929 plonge la famille dans des difficultés financières, Simone passe une enfance normale et effectue de bonnes études à l'école. Mais tout bascule en juin 1940, après la défaite de l'armée française. Le 17 juin, alors que l'armistice n'est pas encore signé avec l'Allemagne nazie, Simone, son frère Jean et ses 2 sœurs Madeleine et Denise sont envoyés à Toulouse chez leur oncle. Puis les enfants sont de retour à Nice, qui se situe alors en zone dite libre. Pas d'inquiétude donc pour le père. D'ailleurs, quand le gouvernement de Pierre Laval met en place le premier statut des Juifs en octobre 40 et qui instaure notamment des mesures d'interdiction professionnelle et l'obligation de déclarer, eh bien la famille se fait recenser alors que Simone Jacob perd dans le même temps le droit d'exercer son métier d'architecte. Simone Jacob poursuit sa scolarité au lycée de jeunes filles de Nice tout en participant au mouvement scout au sein de la Fédération française des éclaireuses. Elle reçoit le totem lièvre astucieux. Et oui, c'est comme ça dans le scoutisme. En novembre 1942, l'armée allemande envahit cette fois la zone dite libre, mais la région de Nice est épargnée pour le moment et passe sous contrôle italien, ce qui ne change pas grand-chose pour les Juifs de la Côte d'Azur, puisque les Italiens ne prennent pas de mesures antisémites. De nombreux Juifs de la zone allemande se réfugient d'ailleurs à Nice et de manière plus générale dans la zone d'occupation italienne, si bien qu'on estime qu'au moins 20 000 Juifs étrangers ont gagné cette zone italienne à partir du début de l'année 43. La Fédération des sociétés juives de France, la principale organisation des Juifs étrangers qui était passée dans la clandestinité en zone allemande, ouvre un bureau d'aide aux réfugiés à Nice. Le 10 septembre 1943, les Allemands envahissent la zone italienne. Des rafles massives sont opérées à Nice par le sinistre Alois Brunner, bras droit d'Adolf Eichmann, le responsable, on rappelle, logistique de la Shoah. 1810 Juifs de la zone italienne sont raflés en l'espace de 3 mois et un médecin, Moussa Abadi, demande à l'évêque de Nice, Paul Raymond, de l'aider à sauver les enfants juifs, ce qu'il va accepter. Et les portes de très nombreux couvents, monastères, établissements dotés d'un internat s'ouvrent alors pour les Juifs à travers tout le diocèse de Nice. Mais cela n'est pas suffisant. Et chez les Jacob, l'inquiétude est à son comble, même si la famille héberge des Juifs pendant quelques temps. L'une des sœurs de Simone Veil, Denise, rejoint le mouvement de résistance franc-tireur basé à Lyon. Simone, elle, est toujours à Nice et elle a sur elle de faux papiers au nom de Jacquier. Elle travaille à la bibliothèque municipale et vit chez sa professeure de lettres. En mars 1944, elle passe son baccalauréat. Le 30 mars, alors qu'elle va avec un ami rejoindre les filles de sa classe pour fêter la fin des épreuves du baccalauréat, qui en fait cette année-là avait été avancée parce que justement on craignait qu'à cause de la guerre, ça ne puisse pas se faire. Elle est contrôlée à ce moment-là par 2 Allemands en civil qui détectent la falsification de sa carte d'identité. Elle est arrêtée, conduite à l'hôtel Excelsior. C'est le quartier général des Allemands qui sert d'ailleurs aussi de lieu de regroupement des Juifs arrêtés. Dans les heures qui suivent, son frère Jean, sa sœur Madeleine et sa mère Yvonne sont également interpellés. Et
Tous les 4 sont envoyés malheureusement au camp de Drancy. Simone, sa mère et l'une de ses sœurs, Madeleine, y restent moins d'une semaine et partent ensuite pour Auschwitz par le convoi numéro 71 du 13 avril 1944. Elles arrivent 2 jours et demi plus tard, en pleine nuit. Et un prisonnier parlant français lui conseille de dire qu'elle a 18 ans pour passer la sélection et éviter d'être assassinée. Elle est sélectionnée pour le travail et puis on lui tatoue le matricule 78 651. Sa mission sur place, c'est décharger des camions d'énormes pierres et creuser des tranchées et aplanir le sol. Et dans cet enfer, elle devient amie avec une jeune fille. Elle restera bien sûr amie avec elle pour la vie, Marceline Rosenberg, qui deviendra Marceline Loridan Evans. Une ancienne prostituée devenue capot sauve la vie par ailleurs de Simone et la mute dans une annexe d'Auschwitz en lui disant « Tu es vraiment trop jolie pour mourir ici, je ferai quelque chose pour toi ». Et ouais, elle avouera d'elle-même, Simone Veil, qu'effectivement elle était très jolie comparée, il est vrai, par rapport à ses camarades qui, elles, étaient bien souvent dans un plus triste état, et elle accepte cette proposition à condition, ça elle ne transige pas là-dessus, que sa mère et sa sœur la suivent. Alors ainsi, toutes les 3 sont transférées en juillet 1944 dans un camp annexe, Beaubrec, à 5 km de Birkenau. Les mois passent, les conditions sont meilleures, mais le 18 janvier 1945, le camp est évacué par les Allemands alors que l'armée rouge progresse. Et c'est le début des effroyables marches de la mort avec 40 000 autres détenus à travers la Pologne et l'Allemagne, puis un transfert en train, 8 jours sans boire ni manger jusqu'au camp de Bergen-Belsen. Simone est affectée aux cuisines, sa sœur Madeleine et leur mère Yvonne arrivent le 30 janvier, elles attrapent toutes les 3 le typhus et finalement la mère de Simone, épuisée, va en mourir. En avril 1945, l'armée britannique libère le camp de Bergen-Belsen. Simone et sa sœur Madeleine sont enfin sauvées. Elles arrivent à Paris quelques semaines plus tard, le 23 mai, dans un centre d'accueil de l'hôtel Lutetia, qui, après avoir été un QG du nazisme sous l'occupation, est en effet devenu un lieu de rapatriement des déportés. Effectivement, Simone qui apprend qu'elle a été reçue au baccalauréat, mais bien sûr cela est évidemment anecdotique car elle apprend aussi dans le même temps que son père André et son frère Jean sont morts en déportation alors qu'eux se dirigeaient vers la Lituanie. Simone a donc perdu sa mère, son père et son frère. Denise, elle, arrêtée à Lyon, c'est l'autre sœur de Simone, arrêtée pour des faits de résistance, revient du camp de Ravensbrück, ce camp spécialement réservé aux femmes. Simone Jacob s'inscrit à la faculté de droit et à l'Institut d'études politiques de Paris. Et c'est là qu'elle rencontre un jeune homme de 20 ans, Antoine Veil, futur inspecteur des finances et chef d'entreprise. Elle l'épouse en octobre 1946. Le couple aura 3 fils, Jean-Nicolas et Pierre-François, et signe de son incroyable force de caractère. Après ce qu'elle a vécu, Simone Veil va suivre son mari en Allemagne, où il est muté, alors qu'elle a quitté les camps seulement 1 an et demi plus tôt. Ils vont vivre plus précisément dans la zone d'occupation américaine en Allemagne, mais hélas, le sort va encore s'acharner sur elle. En 1952, sa sœur Madeleine, qu'elle surnomme Milou, et qui a connu comme elle l'enfer des camps, elles étaient ensemble sur place, va décéder dans un accident de voiture avec son fils après être venu rendre visite justement à Simone en Allemagne. Alors vous parliez de force de caractère, Christophe. Simone Veil n'est pas du genre à rester à la maison, c'est vrai, et à garder les enfants. Depuis son retour des camps, elle veut faire du droit. Elle souhaite d'abord être avocate, puis finalement elle abandonne, aux grandes dames d'ailleurs de son mari Antoine, et elle entre dans la magistrature. Alors que ce qui est incroyable, c'est que le concours n'est ouvert aux femmes que depuis 1946. Plus audacieux encore, elle devient haut fonctionnaire dans l'administration pénitentiaire, au ministère de la Justice, une administration très dure, où elle va dire qu'elle voyait vraiment des conditions dignes du Moyen-Âge, et où l'on ne trouve aucune femme. Eh bien, merci beaucoup Christophe pour ce chapitre. Premier chapitre consacré aux jeunes années de Simone Veil. Nous aborderons la suite de sa vie au prochain numéro de l'Histoire des Juifs de France.